Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce déjeuner technologique numéro 5. Aujourd'hui, on vous présentera la virtualisation. La présentation sera menée par Gauthier Cateau. Je vous remercie d'être tous présents. Je vous laisse à présent la parole. Merci. Merci. Tout d'abord, bon appétit pour ceux qui n'ont pas terminé. Donc, on va passer une grosse demi-heure, 3/4 d'heure à parler de virtualisation, comment c'est arrivé, ce que ça implique et ce que ça a amené au niveau de l'informatique de nos jours. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous parler seulement de virtualisation, mais aussi de ce qu'on appelle le cloud computing, l'informatique dans les nuages. C'est très à la mode en ce moment, et puis souvent on entend un petit peu tous les discours. Alors je ne sais pas si le mien il sera plus clair que les autres, mais on essaiera un petit peu de démystifier tout ça. Donc c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc petit rappel sur l'histoire. La virtualisation on en fait depuis très longtemps. On va voir un petit peu les concepts, les différentes technologies et le cloud computing avec les trois modèles. Voilà, donc la virtualisation, c'est quasiment aussi vieux que l'informatique. On en faisait beaucoup dans les années 60, parce qu'on avait une problématique, on avait peu d'ordinateurs qu'il fallait partager à pas mal de monde. Donc c'était pour les applications mainframe, vous avez dû voir ça. Et donc ça a été abandonné dans les années 80 et 90, parce qu'à ce moment-là on avait plein de sous, on achetait plein de serveurs. Et il y a aussi toute l'arrivée du serveur x86, le serveur open qu'on appelle, hein, contrairement au serveur ancien Unix propriétaire. Et c'est sur cette plateforme-là qu'est revenue la virtualisation, donc dans les fins d'années 90, pour des problématiques de consolidation. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait énormément de serveurs sur lesquels on installait une, deux, trois applications, et puis on se rendait compte qu'au bout du compte, on utilisait très peu de puissance, de mémoire, de CPU. Et donc on a réinventé la virtualisation. Donc il y a plusieurs acteurs du marché, donc VMware, vous avez sûrement entendu parler, qui ont amené ça d'abord sur le poste de travail, puis après sur la partie serveur. Mais à l'origine, comme j'ai mis en slide, les serveurs x86 n'étaient pas spécialement prévus pour faire la virtualisation. Il n'y a pas de notion intégrée de cloisonnage pour les différents utilisateurs. Donc avant même de regarder ce slide-là, le principe de virtualisation, c'est de montrer différentes machines virtuelles pour différents usages et avoir des espaces séparés. Donc les premiers types d'outils de virtualisation qu'on a eu, c'est les hyperviseurs de type 2. Type 1 est arrivé après. Donc fin des années 90, VMware Workstation, l'un des plus connus, qui s'installait sur différentes plateformes, donc Linux, Windows et autres, qui proposait un émulateur et faire tourner des unités dedans. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on était capable, on est toujours capable, ça existe le jour, de faire tourner des systèmes d'exploitation différents sur une même machine. Donc classiquement, c'est ce qu'on utilisait sur les postes de travail, pour pouvoir tester différentes applications sur différents OS sans devoir rebooter à chaque fois sur un autre OS. Donc on lançait des machines virtuelles en même temps. Donc sur l'ensemble des outils qui existent encore, logiciel Microsoft, un Virtual PC, les plus connus VirtualBox, qui est libre actuellement depuis le rachat par Sun, qui a été après racheté par Oracle, et VMware, donc différents outils, VMware Player, qui lui est gratuit, et puis après les différentes solutions VMware, et les logiciels libres, QEMU, qui sont multiplateformes, parce que bon, l'émulation, un outil de virtualisation, peut-être que cela, il est capable de faire tourner sur des architectures complètement différentes. Une application, par exemple, sur une architecture x86, on a pu faire tourner un autre CPU. Donc là, par exemple, le Bosch,
était capable d'émuler un autre processeur que celui qui était natif sur la machine. Donc l'inconvénient de ces solutions-là, c'est qu'elles ne sont pas super performantes. Et donc on a vu arriver dans la suite des hyperviseurs de type 1 qui, eux, on est un petit peu différent, c'est qu'au niveau du logiciel, l'hyperviseur est arrivé très près du matériel. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre le système d'exploitation et l'hyperviseur, avec des accès directs, alors que le hyperviseur de type 2, il y avait une émulation un peu plus lourde qui permettait de passer de l'un à l'autre. Donc on a un hyperviseur qui permet de lancer directement des machines virtuelles. Bon. La différence entre les deux est parfois un peu floue, parce qu'on a des hyperviseurs de type 1 qui se lancent comme des applications, mais qui en fait accèdent directement au noyau, par exemple, pour proposer l'émulation. Donc là, c'est pareil, on a différentes solutions. Citrix, VMware OSXi qui est gratuit mais pas libre, Hyper-V sur Microsoft, Parallel Server, KVM et Oracle. Oracle VM, qui est gratuit mais pas libre. Enfin, on a une troisième catégorie d'hyperviseurs, qu'on appelle soit isolateur, soit container, conteneur. Donc là, c'est une philosophie vraiment différente. Alors ça existe même avant les hyperviseurs de type 2, mais c'est redevenu à la mode, et actuellement, c'est ce qu'on verra par la suite au niveau du cloud, c'est vraiment un type de virtualisation qui est en plein essor. Donc là, on retrouve un système qui est classiquement Linux ou un BSD, qui gère un système d'exploitation qui gère le matériel, et on va avoir un espace cloisonné plus ou moins dans les différentes solutions que je vais vous montrer juste après. On peut faire tourner un OS, mais qui fonctionnera avec le même noyau, donc le même accès au périphérique. C'est l'hôte qui va gérer tous les accès au périphérique, mais directement sans hyperviseur. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on a beaucoup moins de latence, c'est-à-dire que les accès sont beaucoup plus directs, et lancer une application dans un conteneur revient au niveau performance à la même chose que lancer une application en natif. Et donc c'est pour ça que ça se développe énormément actuellement. Voilà, donc j'ai séparé en deux types, ce qu'on j'ai appelé l'isolation simple, un CH-root, donc sous un Linux, on peut faire un CH-root qui permet d'avoir dans un environnement, dans le même système de fichiers, une autre distribution Linux, et se balader, lancer des applications comme si on était dans l'environnement. Donc ce principe d'isolation permet d'utiliser toutes les librairies qui sont liées à la machine virtuelle sans devoir dépendre des librairies internes de la machine brute. Donc il y a BSD aussi qui propose Gel, je connais moins donc je ne vais pas vous en parler. Ensuite est arrivé en premier vServer, suivi de OpenVZ, qui sont deux outils de virtualisation par conteneur qui sont très actifs, très déployés, qui sont peu à peu remplacés par une nouvelle technologie qui s'appelle XEC. Donc LXEC, ça veut dire Linux Container, et qui est basé sur des mécanismes directement intégrés au noyau Linux, qui s'appellent les cgroups et les namespaces. Et donc, comme c'est directement intégré au noyau Linux, on a encore plus de performance. Et un petit dernier qui s'appelle Docker, donc, ceux qui font la virtualisation ont déjà entendu parler, qui utilise les mêmes mécanismes de noyau que LXEC, mais qui permet en plus de faire des snapshots et surtout de pouvoir déployer rapidement des applications à partir d'un registry, enfin d'un catalogue d'applications. Donc les trois outils de virtualisation qu'on a vus juste avant, les hyperviseurs type 1, type 2, type 3, ont aussi des outils qui permettent de les gérer de façon globale. C'est-à-dire que quand vous installez un hyperviseur, par exemple VMware OSX, eh ben, vous n'avez qu'une machine avec un stockage. L'intérêt, c'est de pouvoir
mutualiser, mettre plusieurs serveurs physiques en cluster et d'avoir des outils qui permettent de migrer à chaud une machine virtuelle d'un nœud à l'autre. Et c'est ce que va permettre par exemple VMware, avec des mécanismes comme DRS qui vont permettre de répliquer automatiquement, enfin pas de répliquer, mais de déplacer automatiquement en fonction de la charge des machines virtuelles sur un nœud qui serait moins chargé. OVIRT et RHEV, donc RHEV c'est Red Hat Enterprise Virtualization, qui est basé sur l'outil de virtualisation KVM. Et j'ai mis un troisième exemple qui est Proxmox. Nous, par exemple, au boulot, on l'utilise depuis très longtemps, qui permet de faire aussi bien de la virtualisation sur du KVM que sur de l'OpenVZ. Donc on a un outil d'administration d'hyperviseur qui mixe aussi bien le container que l'hyperviseur de type 1. Bon, il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais pas, donc je ne vais pas citer. Voilà, donc tout ça, ça nous amène au cloud computing, parce que la virtualisation a démocratisé la possibilité de créer facilement des machines virtuelles dans des gros data centers et pouvoir après allouer et facturer des temps d'exécution, de stockage. Il faut savoir que le cloud computing, en fait, on le fait depuis très très longtemps. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est assez récent. Un truc très simple que vous voyez en université, quand vous avez des centres de calcul, c'est un peu du cloud computing. C'est-à-dire qu'on va allouer des ressources pour lancer un calcul distribué, et puis avoir un résultat pour une analyse, un scientifique. Voilà. Bon, j'ai trouvé une définition, il y en a plusieurs sur le cloud computing. Celle-là me plaisait bien. Enfin, c'est pas vraiment une définition, c'est ce qui est vraiment, les services qui sont fournis par un cloud. Et on en retient 5. Le premier, c'est que ça doit être en libre service et à la demande. Donc, via souvent une interface web, on vient demander une ressource, une machine virtuelle ou une application. Enfin, on verra ça ensuite. Ça doit être accessible sur l'ensemble du réseau, donc c'est pas automatiquement lié et mis dans notre data center. On va mutualiser les ressources, bon ça c'est ce qu'on fait de base avec la virtualisation depuis très longtemps, mais là ça sera à une échelle encore plus grande. Le but c'est de mutualiser les ressources sur plusieurs entreprises, administrations, entités ou l'ensemble des personnes qui sont sur Internet. Quatrième point important, c'est la mise à l'échelle, ce qu'on appelle la scalability, qui permet d'un simple clic pouvoir dupliquer les machines virtuelles, pouvoir répondre à la demande en cas de changement de charge. On vient de développer notre nouveau projet, on le met en ligne, tout le monde va dessus. Au début, on n'avait prévu qu'une machine. Et ben, le cloud computing, le principe, c'est on va rajouter dans la machine qu'il faut pour pouvoir fournir le service. Enfin, le service doit être mesurable parce que tout simplement, derrière, il faut refacturer, s'assurer que ça fonctionne. Et donc, on doit faire des mesures. Donc, il y a 3 modèles, je pense pas, ça ne peut pas être très lisible. Bon, c'est des images qui sont sur Wikipédia, notre article. Donc, si on prend à gauche, ce qui est important, c'est de voir les couleurs, et on voit. À gauche, oui, on a le service interne tel qu'on a actuellement. Donc, si vous avez une machine dans vos data centers, vous gérez classiquement l'application, le système d'exploitation. Ça, c'est pas du cloud, c'est le système classique interne. Et après, il y a 3 modèles de services. Le premier, c'est l'infrastructure as a service, où on va proposer un espace automatisable qui permettront de gérer des machines virtuelles complètement. Et donc là, tout ce qui est en vert, c'est ce qui est sous notre responsabilité, et tout ce qui est en rose, ce sera nous, si c'est nous qui créons le cloud, ou le fournisseur de services cloud. Troisième modèle, plateforme as a service. Alors c'est, on va remonter un petit peu dans les couches, on va montrer
plus en détail par la suite, mais le principe, c'est de fournir un environnement qui est déjà préparamétré et sur lequel on n'aura plus qu'à déployer ces applications pour faire des tests. Et enfin, le software as service, qui est je dirais le principe ultime de l'application, où l'utilisateur n'a plus accès à l'application, il a juste accès au service qui est fourni par l'application, avec la problématique que les données, on n'est même pas sûr de les avoir. Ça ne nous appartient plus vraiment. Voilà, donc un autre graphe qui représente notre schéma, une pyramide, qui représente les trois systèmes, les trois modèles. Donc en haut, on va retrouver pour les architectes réseau système, qui est l'IAS. La partie PaaS, on va retrouver plutôt pour la partie développement, et la partie SaaS pour la partie application, l'utilisateur final. Et donc, la pyramide, on devra la mettre à l'envers, parce qu'il faut savoir que le PaaS, il est obligé de se baser sur une infrastructure as service, et le SaaS sur un PaaS, ou directement sur l'infrastructure as service. Ensuite, il y a 4 modèles de déploiement. Donc le cloud privé, c'est quand on installe une infrastructure complète dans notre data center. Le cloud communautaire, c'est par exemple un cloud pour les universités. Une communauté de personnes qui utilisent un même cloud. Un cloud public, ce qu'on verra juste après, c'est Amazon, c'est Google, c'est tous les services de cloud public. Gmail, c'est une solution de cloud public. Et un cloud hybride, c'est un mix entre les deux, privé et public. Donc bien sûr, ça a des avantages, dans l'utilisation à grande échelle, encore plus que la virtualisation. Le fait de passer de l'achat de serveurs à la location, c'est un avantage financier qui peut être appréciable si on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Il faut savoir que la location, souvent, ça a l'air pas cher, mais quand on calcule le nombre d'années, on se rend compte qu'on a payé beaucoup plus cher que si on avait acheté le serveur. Par contre, l'avantage, c'est la flexibilité. C'est comme une voiture, si vous la louez, vous louez un camion, vous n'allez pas acheter un camion, mais vous pourrez louer 2-3 camions, une fois que vous n'avez plus besoin, vous les rendez. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on a besoin de beaucoup de puissance, on va pouvoir être flexible et ajouter des machines. Donc il y a des inconvénients, comme la perte du contrôle de nos données, savoir où elles sont et ce que le prestataire en fait. On est dépendant de la qualité du réseau, c'est-à-dire que si tout est sur Internet, s'il n'y a plus d'accès à Internet, automatiquement, on n'y a plus accès. Le risque d'enfermement propriétaire, c'est très bien d'avoir une super solution, mais si c'est très difficile d'en sortir, la société peut pratiquer les prix qu'elle veut. Et puis au niveau du bilan énergétique global, on se rend compte que comme la capacité, le nombre de machines explose, on n'est pas sûr qu'au final, ça ne consomme pas plus que tous les petits data centers réunis. Donc l'infrastructure as service, c'est un modèle qui est apparu à partir de 2002, si j'ai un bon souvenir, avec Amazon. Donc Amazon, tout le monde connaît, c'est pas acheter des livres, ce qu'on veut. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une entité dans Amazon qui se sont dit on va fournir du service d'infrastructure à la société Amazon. Et donc ils ont créé leur solution de cloud qui leur permettait de refacturer à Amazon la puissance demandée. Et puis on s'est aperçu que ça marchait tellement bien qu'ils ont ouvert ce service à l'extérieur. Et donc, de là est né Amazon Web Services pour fournir des solutions cloud pour l'ensemble du monde. Donc après, il y en a d'autres qui ont suivi. Les majors, c'est Windows, Azure, Google Compute, Backspace, IBM et HP. Et il y en a plein. Donc, dans les sociétés qu'on a vues précédemment, donc il y en a plusieurs qui utilisent des solutions libres, pas toutes, Amazon a sa propre solution,
qui est devenu pour certaines données des standards. Et il y a des projets qui se sont créés, comme OpenStack, CloudStack, Eclectus, OpenNebula, qui ont regroupé des sociétés pour pouvoir fournir le même service. Donc ces produits libres sont financés, développés par des dizaines et dizaines de sociétés pour pouvoir se payer, fournir un service, l'infrastructure à service. Alors, je vais mettre ça plus grand. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit schéma sur l'écran là, qui concerne l'architecture d'OpenStack. Donc, mais pratiquement toutes les solutions IaaS fournissent la même chose. Donc tout en haut, on a ce qu'on appelle un dashboard, c'est-à-dire une interface web. Sur OpenStack, elle est basée sur Django, un framework de développement Python. Et on va retrouver une brique qui s'appelle Compute, sur laquelle on va faire tourner nos hyperviseurs. Donc l'interface va piloter les hyperviseurs qui, eux, vont se servir des images de machines virtuelles qui seront stockées elles-mêmes sur du stockage objet. Et on aura du stockage bloc distribué et un réseau virtuel. Alors la virtualisation, c'est aussi du stockage et c'est aussi du réseau. Le but, c'est de pouvoir créer de façon totalement logicielle des réseaux complets et des stockages virtuels complets. Et bien sûr, on a une brique d'identification complète qui permet de gérer les droits de tout ça. Alors, une solution comme OpenStack, avec Compute, qu'on a vu juste avant, elle pousse encore plus loin l'aspect utilisation d'hyperviseurs. Donc, on avait vu Proxmox tout à l'heure, qui permettait de gérer du KVM et du OpenVZ. Mais il faut savoir que de base, les dernières versions d'OpenStack permettent de gérer des hyperviseurs KVM, Z-Server, VMware, donc la VLV Center, Hyper-V, XEC. Les dernières versions Docker, ça va venir la version suivante. Et aussi, tout simplement, des machines réelles. C'est-à-dire que ces outils d'administration vont permettre de déployer automatiquement des logiciels sur des serveurs physiques. C'est l'avantage d'un serveur physique par rapport à un serveur virtuel, c'est qu'on va pouvoir garantir à la personne qui nous fournit le service de la puissance CPU et de la mémoire sans risque de contention avec un autre demandeur. Donc deuxième modèle, plateforme as service. Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre. Donc là, c'est un service qui sera facturé à l'instance. Donc une instance, c'est quoi? C'est une image d'un système d'exploitation qui est lancé en mémoire. Infrastructure à service, qu'on a vu juste avant, on va facturer à la bande passante, au gigaoctet de mémoire, au gigaoctet de disque, alors que là c'est vraiment à l'instance, avec des différents tarifs d'instance. Donc là, pareil, sur ce domaine-là, il y a énormément de sociétés qui proposent sur Internet des solutions de passe, dont certains proposent des solutions libres, comme OpenShift, qu'on est capable d'installer chez soi, soit en achetant la solution Red Hat, soit en prenant la version communautaire. Donc Windows, Azure, Amazon, on retrouve un petit peu les mêmes. Heroku, on verra par la suite, parce qu'ils ont... C'est l'un des premiers à avoir proposé ce genre de solution. Donc, les solutions de passe sont bien sûr basées sur l'infrastructure à service. Donc, si vous téléchargez OpenShift, pour pouvoir le déployer, vous allez devoir vous baser sur une solution d'infrastructure à service. Donc, soit sur un OpenStack, si vous voulez le mettre en interne, soit sur Amazon, Google, enfin, des solutions de cloud public.
C'est pareil, j'ai mis en plus grand. Donc pour bien comprendre la solution, ce que c'est qu'un pass. Donc là, on a les différentes briques qui permettent de faire fonctionner un logiciel. Ici, on a l'infrastructure layer, donc ça sera notre infrastructure à service, qui peut être basée sur l'OpenStack ou l'Amazon ou quoi que ce soit, sur lequel on va faire tourner des systèmes d'exploitation. Donc tout ça, c'est la partie infrastructure à service. Et au-dessus, on a des couches supplémentaires où on va retrouver le middleware, qui peut être du Tomcat, Apache JBoss, des bases de données. Alors, le gros avantage du plateforme as a service, c'est aussi tout ce qui est, ça s'appelle sur OpenShift des card bridge, c'est de fournir des modèles prédéfinis de logiciels pour pouvoir faire du déploiement rapide. Parce que, je dirais, pour que le cloud existe, il faut absolument pouvoir automatiser énormément tout ce qui est déploiement d'applications, soit en fournissant des machines toutes prêtes, avec par exemple un WordPress, ou alors une plateforme pour faire du développement Ruby ou autre. Donc ça sera fourni par exemple chez OpenShift et des card bridge, qui sera basé sur un langage ou un framework, et le développeur va pouvoir mettre en plus ses solutions Jenkins pour faire l'intégration continue, il va pouvoir l'interfacer avec Eclipse, et développer son application. Et enfin, on a le software as service, qui est le niveau utilisateur de la partie cloud, qui permettra de mettre à disposition une application aux utilisateurs. Alors, souvent, on ne parle pas d'application, on va plutôt parler de service. On va fournir un service de messagerie, on va fournir un service de dépôt de fichiers, genre Dropbox et autres, mais l'utilisateur n'a plus accès à l'application. Et si ça marche si bien, c'est qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que du paramétrage. Dernier point technique pour les infrastructures, enfin le software as service, c'est un principe que j'aime bien, c'est pour développer des applications, des software as service, il y a donc, la société Heroku, qu'on a vu tout à l'heure, qui a créé un site qui s'appelle 12factor.net, qui vient définir les différentes règles de base pour écrire une application cloudisable, on va dire. Donc, combien de temps il reste? Donc le principe, rapidement, code base, c'est-à-dire qu'une version en déploiement, il faut qu'absolument toutes les dépendances au point 2 soient intégrées à la machine virtuelle. Que la configuration au point 3 soit passée en paramètres, parce que le principe c'est qu'on a la même machine virtuelle, la même instance, la même application, que ce soit en production qu'en développement, qu'en qualification. Tout ce qui est base de données sera lié à la machine virtuelle, mais pas intégré. On va pouvoir les développer, les valider et les exécuter. On va éclater les process pour avoir quelque chose de plus atomique au niveau du déploiement. On va présenter seulement le port du service. Le port, c'est qui permettrait, par exemple, le port HTTP, si c'est une application web. On va pouvoir, au point 8, concurrency, pouvoir mettre à l'échelle très facilement l'application. C'est-à-dire que dans le temps, quand on faisait un développement d'application, on ne se posait pas de questions, savoir si les données on venait les stocker en local pour pouvoir les réutiliser après. C'est évident que si on veut déployer 10 machines virtuelles qui font la même chose, il faut trouver d'autres mécanismes, comme des systèmes de base de données réparties. Disposability, c'est la notion d'application stateful, enfin, sans état plutôt, non pas stateful, stateless. C'est-à-dire que l'application, le principe du cloud, c'est qu'on a des applications qui tournent, qu'on va lancer sur X serveurs. Le fait d'en perdre une, ça n'a pas de conséquences. C'est-à-dire qu'on est capable, on perd une application, elle est redémarrée sur un autre serveur si le serveur est défectueux.
on n'a pas d'état propre, à part perdre la session d'utilisateur, on ne va rien perdre si on perd une machine. 10e point, développement, production, la même machine virtuelle, quel que soit l'environnement. Extraction des logs, ne pas les mettre en local. Et enfin, avoir des process d'administration qui peuvent lancer un ligne de commande pour pouvoir ne pas devoir passer dans une interface web pour le paramétrer. J'en ai terminé pour cette présentation, donc si vous avez des questions, j'ai l'impression d'avoir été un peu confus, mais j'espère que vous avez posé plein de questions. Je ne sais pas s'il y a un micro pour passer dans la salle. Est-ce que je vous ai plus embrouillé sur l'aspect virtualisation et cloud qu'avant de venir, ou bien... Non. Vous avez le droit de parler. Non. Une petite question. Dans le slide d'architecture d'OpenStack, Oui. vous avez un bloc de stockage en objet et un bloc en stockage en... Oui. En mode bloc. En mode bloc. Ici. Alors, le stockage objet est apparu avec un besoin de stockage distribué. C'est-à-dire qu'il est extrêmement simple de faire un stockage distribué objet, c'est-à-dire que les objets, ça peut être des fichiers, des images et autres, et donc on va venir les répartir sur un ensemble de nœuds, qui seront des serveurs, et après on a des outils différents en fonction de la technologie qui vont permettre de retrouver très facilement ces données, avec des systèmes de base de données clés-valeurs. C'est-à-dire qu'on dit je veux cette empreinte, donne-moi le fichier qui correspond à cette empreinte, et elle peut être répartie. Sur X serveur, on va pouvoir le fournir. Donc ça, c'est pour ça que le stockage objet existe. Le stockage en mode bloc, c'est un stockage qui va servir plutôt pour des bases de données. C'est-à-dire qu'il y a... je veux dire, le stockage en mode bloc, c'est ce qu'on retrouve sur un SAN. Enfin, je ne sais pas, si vous avez des questions, si j'utilise des vocabulaires que vous ne maîtrisez pas bien, on peut revenir dessus, il n'y a pas de souci. Donc le stockage en mode bloc, c'est ce qui va permettre d'exécuter la machine virtuelle, alors que le stockage objet va permettre de stocker les images. C'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grosse volumétrie là-dessus que là-dessus, généralement, enfin, plus faible sur du stockage objet que sur du stockage bloc. Sur du stockage bloc, on va pouvoir par contre avoir des file systems. Donc on va formater par exemple un XC4 sur du storage bloc avec un file system cohérent, alors que sur du storage, enfin l'objet storage, du stockage objet, on va y voir, on n'aura pas de file system, on aura directement des objets qui peuvent être des images, des fichiers. Est-ce que je réponds à la question? Donc les fichiers, ça peut être des gros fichiers qui contiennent une machine virtuelle, ça c'est pas gênant. Mais on n'a pas les mêmes types d'accès. D'un côté, on aura un système POSIX, donc avec l'arborescence Linux classique, alors que sur l'objet storage, on aura une émulation qui peut être faite via un montage NFS, mais ça restera du stockage objet. On pourrait faire une présentation aussi d'une demi-heure sur les différents systèmes de stockage. Le stockage distribué, donc il y a plein de solutions, genre Ceph, GlusterFS, qui sont du monde libre, ou des sociétés comme Scality et autres qui proposent des solutions de stockage distribué pour des machines virtuelles, pour des hyperviseurs, avec de la déduplication pour limiter le nombre de blocs identiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certaines slides? Tout ce qui est hyperviseur. Non. Oui. Alors, dans le slide
directement déployer des machines environnementales. Est-ce que tu as des métriques justement sur l'overhead un petit peu des machines virtuelles par rapport à une machine physique? Par exemple, est-ce que dans le cadre de Google, tu as une action sur le closing de machines virtuelles, une machine physique pour certains services? Alors, tout ce qui est hyperviseur de type 2, alors si on n'est pas sur les mêmes architectures, ça peut être énorme. Hein. On va prendre ce qui est hyperviseur de type 1. Je dirais qu'on est autour de 4 ou 5%. Bon, maintenant, les machines récentes, hein, tout ce qui est... dans mon introduction, j'avais dit que la machine x86 n'était pas faite à l'origine pour la virtualisation. Ce qui est moins vrai actuellement, c'est-à-dire que les processeurs x86 qui sont sur le marché proposent différents mécanismes de virtualisation intégrés. C'est-à-dire qu'il y a chez Intel, c'est le mode VT, qui permet de lancer des machines virtuelles avec très peu d'overhead sur le temps d'exécution. Mais bon, si on prend la virtualisation genre VMware et autres, je dirais qu'on est aux alentours de 3 ou 4%. Ce qui est moins vrai avec les containers, parce qu'on n'a pas une surcouche d'émulation. C'est vraiment le process qui est lancé directement. La seule surcouche, ça va être la partie qui se trouve ici, par exemple si c'est du LXEC, qui va gérer les autorisations. C'est-à-dire que sur les solutions qu'on a juste ensuite, que ce soit OpenVZ ou LXEC, surtout OpenVZ, que je connais mieux, on va pouvoir montrer à des process, par exemple j'ai 24 CPU sur ma machine, et bien sur cette machine-là, enfin sur la machine virtuelle, je lui dis tu n'as que 3 process, 1 giga de mémoire. Et l'utilisateur fait un top, et ben, il verra que 2 processeurs et 1 giga de mémoire. Et à chaud, on va pouvoir l'augmenter ou la diminuer. Ce qui est un peu plus compliqué à faire sur la virtualisation complète. Parce que sur la virtualisation complète de type hyperviseur de type 1 ou 2, on émule vraiment une machine complète. C'est-à-dire qu'on va devoir installer un système d'exploitation complet. D'abord, on va allumer la machine virtuelle, on aura un BIOS, qui est un BIOS modifié, mais ce sera le BIOS de la machine, qui va devoir gérer les périphériques virtuels, une carte graphique, une carte réseau, une carte son, pourquoi pas, des disques durs, un lecteur CD. Et tout ça, ça va être géré une deuxième fois par la machine virtuelle. Donc, dans les hyperviseurs de type 1 et 2, on a tendance à faire 2 fois le même travail. Donc, il y a des mécanismes qui ont été ajoutés pour pouvoir optimiser ces systèmes-là. Donc, par exemple, sur KVM, il y a Virtio, qui est un ensemble de périphériques virtuels qui permet un accès beaucoup plus rapide aux périphériques réels, qui est utilisé par les machines. On a des drivers spécifiques qui sont beaucoup plus simples, qui permettent d'accéder à la carte graphique, à la carte réseau, sans avoir cette surcouche lourde d'émulation. De la même façon, quand on fait la virtualisation sur du VMware, KVM et autres, on demande à la machine d'écrire sur le disque dur sans faire d'optimisation. Il faut savoir que les systèmes Linux et autres, il va optimiser l'écriture, le cache, la répartition des données, enfin, souvent plein d'algorithmes. Et bien, classiquement, quand on fait de la virtualisation, on lui dit « écris, t'embête pas, ça va être géré par le système ». Un petit peu comme si on stockait sur un SAN. Donc, le SAN, c'est un stockage distribué, accessible de plein de machines, qu'on va utiliser par exemple pour faire du stockage bloc, un gros volume qui est attaché au serveur soit en iSCSI, FCOE ou FC. Et donc là, l'intelligence sur l'écriture, elle est gérée par le SAN et non pas par la machine. Ben, avec la virtualisation, c'est pareil. On va dire à la machine virtuelle, t'embête pas, n'optimise pas, c'est la machine haute qui va optimiser. Donc pour en revenir à la question initiale, je dirais 3-4 pour l'hyperviseur type 1 et 2, et puis 1% pour le container. Je reviens justement sur cette page, ça me fait penser un petit peu, bon, je vais parler très rapidement de Docker, je pense qu'il y aura peut-être des présentations au
pour d'autres mardis virtualisation. Donc Docker qui est un produit assez récent, dont la force c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur une base de données d'applications prédéfinies, d'automatiser automatiquement la création de machines virtuelles. C'est-à-dire que pour créer une machine Docker, on crée ce qu'on appelle un fichier Dockerfile, où on définit, je veux que ce soit une Ubuntu, je veux installer ça et ça, les paramètres c'est ça, et l'environnement récupéré pour modifier le comportement de la machine, c'est ça. Et on va pouvoir mettre ça sur un dépôt, ce qu'on appelle un registry, et le télécharger automatiquement et le déployer très facilement. Oui. Qu'est-ce que tu mets comme tu mets Docker dans les processus d'isolation? Oui. Qu'est-ce que tu mets comme différence entre Docker et des serveurs de dev et Elixir? Parce que Docker, c'est pas simplement une grosse couche de tout ça. Alors, tous les outils qui sont là, il y a un seul noyau qui tourne par rapport aux autres hyperviseurs. C'est le noyau du serveur hôte. Que ce soit du LXC, de l'OpenVZ ou du serveur ou Docker, si je fais un unem-a, qui permet d'avoir la version du noyau qui tourne, ils veulent tous me répondre le noyau de la machine hôte. Alors que dans un hyperviseur de type 1 et 2, on peut mettre son propre noyau, donc on peut aussi mettre un autre système d'exploitation qui n'a rien à voir avec la machine hôte. On peut faire tourner du Windows sur un Linux et du Linux sous un Windows. Alors, Docker, il va ajouter une surcouche supplémentaire qui va permettre de se servir d'une machine virtuelle comme un développeur se servirait de son code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des commits pour figer un instant donné et on va pouvoir le déployer très rapidement. Le principe, c'est vraiment d'avoir un environnement qui est réplicable à l'identique, quelle que soit la plateforme hôte. C'est-à-dire qu'on peut déployer du Docker sur Ubuntu, CentOS ou autre, Debian, et le container qui sera dedans va se comporter exactement de la même façon. C'est vrai aussi sur les autres, mais c'est encore plus vrai sur Docker. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, c'est que j'ai mal comprise. Parce que pour moi, Docker, c'est rien d'autre qu'un outil d'administration. Alors qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un peu Git, un peu... Non, oui. Alors, dans les premières versions de Docker, il se basait sur l'XEC. Là, maintenant, il a ses propres outils pour accéder directement au noyau. Donc, c'est vraiment devenu un outil, un hyperviseur, enfin un isolateur, un conteneur, un gestionnaire de conteneurs, comme les autres. Je veux dire, LXEC, on a des outils en ligne de commande qui permettent de lancer un container. Le chroot qu'on a vu tout au début, c'est une commande. Après, elle ne va pas faire d'isolation, le chroot par rapport aux autres, mais le fait de lancer un chroot dans des répertoires et dans ces billes bash, et ben on va se retrouver dans un environnement cloisonné. Sur la vue, on n'arrivera pas à sortir de ce conteneur pour aller voir ce qui se passe plus haut dans l'arborescence, mais c'est une forme d'isolation. Et Docker permet de faire ça avec la notion, oui, je vais pas expliquer, mais comme il s'est basé sur un file system qui est UnionFS ou un autre système enfin, de type UnionFS, le gros avantage de Docker, c'est qu'on est capable de lancer 10 instances et ça ne prend pas plus de place sur le disque qu'une seule. Donc il y a que les delta qui sont écrits, et donc c'est pour ça que faire des commits pour figer la version est extrêmement rapide. Alors que quand on a une machine virtuelle et qu'on veut la dupliquer, on duplique l'ensemble des données. Je sens que je n'ai pas bien répondu à la question. Mais non, le Docker, c'est vraiment un gestionnaire de conteneurs, et comme l'ensemble des autres. La seule chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile à installer, mais l'XEC, c'est pareil, c'est juste un process. L'XEC, ça ne fait appel qu'aux mécanismes qui sont dans le noyau, de la même façon que le fait Docker. On pourrait dire que c'est le kernel qui est l'hyperviseur. Dans ce cas-là, on peut retirer tout ce qu'il y a au-dessus, parce que c'est un peu tous la même chose. Ah non, parce que les serveurs de c'est une modification différente. C'est des modules du noyau. Ouais.
La seule différence, c'est que Docker et XEC, ça a été intégré. Oui, c'est LXC qui est dans le noyau et Docker. Non, c'est les XEC n'est pas dans le noyau, c'est les namespaces et les cgroups. Voilà. Alors que OpenVZ et vServer, c'est des patchs qui permettent d'implémenter ces mêmes fonctionnalités dans le noyau. Mais au bout du compte, c'est un peu la même chose. Oui, je vois que tu as une question. Non ? Ouais, mais pourquoi pas, je me lance ici. Tout à l'heure, tu parlais d'impact environnemental et entre l'écart entre les petits data centers et un petit data center. Est-ce que c'est vrai? Parce que HP pour face, par exemple, un data center zéro, qui passe plus d'énergie qu'il en consomme. Donc, est-ce qu'une petite structure avec des petits moyens peut faire des choses aussi intéressantes qu'une grosse structure? Ouais, je pense que le surcoût environnemental, il est plus dû au fait que c'est tellement simple d'avoir plein de ressources et qu'on ne les a pas chez soi, il ne faut pas les charger, il ne faut pas mettre les serveurs en rack. Je pense que ça augmente une surconsommation. Et c'est pour ça que le bilan énergétique, il est à modérer, parce que je ne suis pas sûr que le fait d'avoir explosé ce service sur un bilan énergétique, ce soit positif. Donc, mais bon, c'est vrai que un data center, bon, je parlais de HP tout à l'heure, le fait de réussir à avoir un niveau de consommation très faible, bah, c'est quoi? C'est mettre des éoliennes, des panneaux solaires, c'est l'électricité qui aurait pu servir à autre chose. Donc, voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Encore poser quelques questions. Oui. Y a-t-il une limite de nombre d'instances de Docker sur un pack système conditionnel? Je ne pense pas que ce soit le file system qui va limiter plus rapidement le nombre d'instances Docker qui vont être lancées, mais plutôt la mémoire. Parce que lancer une instance Docker, donc Docker il va charger une image, exécuter les process. Si les process prennent 100 mégas en mémoire vive, ça ne vaut pas prendre de place sur le file system. Tôt ou tard, on va remplir la mémoire. Il va falloir saper. Donc là, je n'ai pas en tête le nombre de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une limite. Alors je sais que sur Docker, il y a une limite sur le nombre de snapshots, de commits. Je crois que si mon souvenir, c'est 120. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment dire, voilà, je fais un commit, et un commit, et un commit, et un commit, et je redéploie la version finale. Il faut de temps en temps repartir d'une image propre. Mais après, moi j'ai vu des benches où ils lançaient des milliers d'images Docker en quelques secondes, quelques minutes, en fonction du file system. Si c'est du Union FS ou de WFS, on a plus ou moins de performance. C'est-à-dire que c'est basé sur je disais tout à l'heure, les file system Union FS qui permettent de montrer le même bloc à plusieurs endroits différents, enfin le même fichier. Et BTRFS par exemple le fait. OverlayFS apparemment c'est celui qui est le plus performant pour faire ce genre de choses. Et donc la limite c'est plutôt le temps d'exécution. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une limite à ce niveau-là, à part l'espace mémoire. Je sais pas, quelqu'un qui a déjà utilisé Docker ici, à part... Alors, Docker c'est extrêmement simple à installer, hein. Soyez sous Linux, sur Mac, sur Windows. Il existe une mini-image qui s'appelle Boot to Docker qui permet de le lancer très rapidement et d'avoir un environnement Linux sur lequel on installe Docker. Et après, vous lancez Docker Pool, le nom d'une application, Docker Search, le nom d'application, va vous lister l'ensemble des applications disponibles sur la base de données, le serveur applicatif de Docker. Et vous allez pouvoir tester énormément d'applications comme ça très rapidement. Bon, après, d'un point de vue sécurité, vous ne savez pas exactement tout ce qui a été fait, donc vous avez la possibilité souvent de récupérer le Dockerfile et de relancer l'installation à la main, donc télécharger les paquets et créer votre propre machine virtuelle. Comme il est très facile aussi de créer son système de base, Debian, Ubuntu, Red Hat, pour votre machine Docker.
Et Docker, on rejoint vraiment les derniers slides que j'ai mis sur la notion de machine virtuelle qui répond aux 12 facteurs. Si vous voulez les déployer très facilement, qu'ils soient disponibles, il faut les mettre à l'échelle, il faut répondre à ces 12 recommandations. Location, tout. Qu'est-ce qui est non informaticien ici? Personne? Est-ce que ça intéresse des gens quand on fasse une journée, enfin une présentation spécifique Docker sur plus que la virtualisation, voir un petit peu les évolutions. Docker, c'est très simple à utiliser, mais après, le mettre en production, c'est une autre étape. Utiliser des outils d'orchestration pour pouvoir les gérer, les machines, les déployer. Docker en lui-même, c'est très simple. Après, c'est plus compliqué. Après, on rentre dans le mode de Claude. Claude, je sais pas si vous connaissez Claude. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie.